Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Serge Affeli. Bienvenue dans l'émission Les Africains d'Amérique. Le sujet dont nous allons débattre aujourd'hui tourne autour des assurances, et plus précisément des assurances vie. Aux États-Unis, comme partout dans le monde ailleurs, la loi oblige tout propriétaire de véhicule automobile à souscrire à une assurance automobile sous peine d'amende. Cette assurance vise à protéger les individus contre tout dégât matériel et financier qu'un accident parfois improbable pourrait engendrer. Par contre, la loi n'oblige pas les individus à souscrire à des assurances vie, bien que la certitude de la mort de tout un chacun soit sans équivoque. Le Covid-19, qui a fait plus de 370 000 morts aux États-Unis, dont la majorité des Noirs, a mis certaines familles qui ne possédaient pas d'assurance vie en difficulté financière après la mort d'un des leurs. En mars 2020, les statistiques indiquaient qu'environ 13% des Américains noirs n'avaient pas d'assurance vie contre seulement 9,8% des Caucasiens. Pour parler des différents types d'assurance vie, de leur importance et aussi des préjugés qui freinent certaines personnes à y souscrire, je reçois M. Ousmane Diallo, immigrant africain résidant dans la ville de Houston au Texas. Ousmane Diallo est agent d'assurance depuis maintenant 4 ans et travaille pour la compagnie américaine PHP. Avant de se lancer dans les assurances, Ousmane Diallo a passé près de 9 ans dans le domaine des finances au sein de diverses compagnies. Il est diplômé d'une licence en comptabilité de l'Université de Saint-Edwards, obtenue en 2011. Je tiens à rappeler que la compagnie PHP n'est pas sponsor de cet épisode. Bonjour Ousmane Diallo. Bonjour Serge, comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup de participer à l'émission d'aujourd'hui. Alors, Ousmane Diallo, vous êtes originaire de Côte d'Ivoire, où vous naissez et grandissez. Parlez-nous un peu de votre vie dans votre pays d'origine et quels sont les souvenirs que vous gardez. Wow. Alors, moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, à Yopougon et à Marcory. Et je viens d'une famille, une grande famille, pas très grande, 6 enfants, avec trois frères et 2 sœurs. Et une enfance en général très normale, je dirais. Mais mes parents, du côté de mes parents, mon père est un entrepreneur, aussi dans le domaine financier, ce qui m'a encouragé à rentrer dans le domaine financier. Oui. Et ma mère aussi entrepreneur et commerçante. Oui. Donc, j'ai grandi chaque jour en voyant mes parents avoir cette envie d'être indépendant, envie de faire quelque chose d'eux-mêmes, de voler de leurs propres ailes, ce qui m'a donné la motivation de toujours être dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, en ce qui concerne l'école, bon, j'étais un élève très moyen, hein. Je vais pas dire que j'étais un très bon élève, ouais. Mais j'ai toujours été très discipliné de nature, très discipliné. Et je me rappelle, ce qui m'a donné l'envie de rentrer dans le domaine des assurances, c'est parce que j'ai toujours su, dès le jeune âge, que je voulais travailler dans le domaine financier. Ouais. Okay? Alors, j'étais le jeune, quand j'avais 10 ans, 12 ans, comme l'âge de ton fils là, hein, si je vais chez un oncle, chez une tante, et par exemple, qui me donne de l'argent, j'avais toujours une petite caisse. Je mets l'argent dans ma caisse, tu vois. Et les gens me demandent, mais pourquoi tu économises? Pourquoi est-ce que tu économises? Je dis, non, j'économise parce que je veux faire quelque chose avec l'argent. Donc, ça a toujours été quelque chose de naturel pour moi. Ouais. Et je me rappelle une fois, quand j'étais adolescent, je pense à l'âge de 14 et 15 ans, quelque chose qui m'est arrivé, mon père et moi, et je ne vais jamais oublier ça. Hein. Ça, c'est resté gravé dans ma mémoire. Je suis allé voir mon père, je dis, papa, j'aimerais sortir avec des amis. On allait regarder un film au cinéma. Alors, mon père m'a donné 2000 francs CFA, n'est-ce pas? Et il dit, OK, va au cinéma et après tu reviens, tu me renvoies la monnaie. Je dis, pas de problème. Donc, je suis allé au cinéma avec mes amis, on allait voir un film, tout était très bien intéressant. Et on revient du cinéma, on revient du film. Je suis jamais allé voir mon père pour lui donner la monnaie. Ouais. Et 2 semaines plus tard, je vais le voir, je dis, papa, j'ai besoin d'argent pour ceci. Ouais. Je dis, il me dit, tu as besoin de combien? Je dis, j'ai besoin de 5000 francs. Ouais. Et il me donne 4500. Je dis, mais papa, si tu me donnes 4500, je dis 5000 francs. Il dit, mais tu te rappelles la semaine dernière, quand tu m'as demandé l'argent, tu m'as jamais renvoyé la monnaie. Alors, c'est une leçon que je voudrais t'apprendre. Ouais. Et c'est resté gravé dans ma mémoire jusqu'à aujourd'hui, Serge. Je dis, waouh, depuis ce jour-là, je dis, mais l'argent, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'il faut avoir la discipline. Ouais.
Et il faut, parce que si tu ne respectes pas l'argent, l'argent ne va pas te respecter. Et c'est des choses qui sont restées avec moi jusqu'aujourd'hui, je te dis, hein, et qui m'ont vraiment donné l'envie de rentrer dans le domaine des assurances. OK. Alors, vous arrivez aux États-Unis en quelle année? Alors, je suis arrivé aux États-Unis en décembre 2005. Et comment s'est passée cette transition de l'Afrique, particulièrement la Côte d'Ivoire, aux États-Unis, que ce soit au niveau éducatif, que ce soit au niveau de la vie elle-même? Comment est-ce que vous avez appréhendé vos premiers jours aux États-Unis? Alors, les 6 premiers mois aux États-Unis, je te dirais que j'étais déjà prêt à retourner en Afrique. Ah oui. J'étais prêt, le choc culturel. Uh-huh. Alors, la langue, apprendre une nouvelle langue qui n'a pas été facile pour moi, you know, et très, très, très difficile. Je me rappelle le premier jour qu'on est arrivé et que on est arrivé à l'aéroport et tout. On était dans la ligne de la douane, c'est comme ça qu'on appelle, non? Je même pas. Pour la douane, là, où on devait faire l'immigration, oui. L'immigration. Et il y avait une ligne pour ceux qui étaient résidents américains ou citoyens américains, et il y avait une ligne des immigrants. Ouais. Et la ligne des immigrants était très longue. Et j'ai dit, waouh! Et j'étais dans la ligne des immigrants, et on est arrivé devant, et l'homme qui a pris, il regardait mon passeport, je suis venu avec mon frère, le passeport de mon frère aussi, et il y avait un problème dans le passeport de mon frère, donc ils nous ont demandé de se mettre de côté. Parce qu'il faudrait qu'on parle. Alors là, déjà, même, je dis, oh my God, je viens tout juste d'arriver aux États-Unis. Et les problèmes commencent déjà. Oui. Même pas encore sorti de l'aéroport, il y en a déjà des problèmes. Ouais. Et après, bon, ils ont vérifié, ils ont vu c'était juste un malentendu. Et mon beau-frère, parce que ma sœur est venue nous chercher de l'aéroport. Ouais. Et donc, pendant qu'on est dans la voiture, on entend le conduire. Alors moi, je regardais dehors, j'étais complètement émerveillé. Hein. J'ai dit, waouh, avec les gratte-ciel et les voitures et tout. Et mon beau-frère qui est au téléphone avec ma sœur, qui lui dit, hey, mais où est-ce qu'ils vont aller manger? Ils n'ont pas faim? Demande-leur s'ils ont faim. Je dis, oui, on va aller manger quelque part. Elle dit, et mon beau-frère dit à ma sœur, alors, on va aller au McDonald's. Et ma sœur dit, mais comment? Moi, mes frères viennent d'arriver aux États-Unis. Il dit, on va aller au McDonald's. Comme ça, au moins, ils vont comprendre les États-Unis. Ouais. Donc, on arrive au McDonald's. Alors, on fait la commande de la nourriture et tout. Et ça va te choquer, ça. Alors, tu sais, quand tu arrives au McDonald's, on te donne un cup, là. Oui. Tu peux te servir le soda, si c'est le coca ou le Fanta. Et je me sers le coca et le Fanta. Et après, je dis, mais je voulais pas le coca, je voulais le Fanta. J'ai fait une erreur. Ma soeur qui vient comme ça vers moi, elle prend mon cup, elle reverse tout ce que j'ai pris, là. Et maintenant, ça m'a choqué. Je venais d'Afrique. Pour moi, je me disais, mais c'est pas possible. Tu as droit à ce service. Là, c'est le service à gogo, quoi, oui. Voilà, parce que j'ai dit que tu peux pas verser le coca comme ça. Et j'étais avec ma cousine était là, ma soeur était là, et elles se sont moquées de moi. Elles ont passé le temps à rire. Donc, c'était ma première expérience aux États-Unis, le choc culturel. Et venir dans un nouveau pays, les premiers 6 mois, apprendre la langue, qui était un peu difficile. Mais après ça, tout s'est bien passé. OK. Alors, donc, vous faites des études de comptabilité à St. Edwards et vous commencez une carrière dans les finances. Racontez-nous un peu cette première étape de votre vie carrière, de votre vie professionnelle et quelles sont les grandes leçons que vous avez retenues de cette aventure? Alors, j'ai décidé de rentrer de faire des études en comptabilité parce que mon père était comptable et il m'a encouragé à rentrer à faire de la comptabilité. Et donc, après avoir obtenu mon diplôme de bachelor en comptabilité, j'arrivais pas à trouver du travail. Alors, c'était après 2008, après 9/11, 2008, là. Et c'était vraiment une période difficile pour l'économie américaine. Alors, j'appliquais, je conduisais, j'allais m'asseoir au Starbucks pendant 2-3 heures de temps chaque jour pour remplir des applications, envoyer des applications. J'arrivais pas à trouver du travail. Et quand on m'appelait pour un entretien, quand j'allais à l'entretien, ils me disaient, oui, on voit que vous avez un diplôme de comptabilité, mais vous n'avez pas d'expérience. Et moi, je dis, mais comment est-ce que je vais avoir l'expérience si vous ne me donnez même pas une chance de pouvoir, de vous montrer que je suis capable de faire. Alors, en ce moment-là, je travaillais pour un call center.
une compagnie Un centre d'appel, oui. d'appel, voilà. Et j'étais très frustré avec ma vie. J'étais prêt même à rentrer au pays. Hein. Ah oui. Et ça se trouvait que dans ce moment-là, avec la compagnie où on était, ils nous demandaient de faire toujours un peu plus. Donc, j'ai eu une conversation avec mon manager. J'ai dit, ah, ça fait 6 ans que je travaille pour vous. Oui. Je suis jamais en retard. Bon, quelquefois, hein. Je suis toujours là, je viens à l'heure, je travaille. Tout ce que vous me demandez de faire, je fais. Oui. Alors, je pense que c'est normal que je demande une augmentation si vous voulez qu'on me donne plus de travail à faire. Oui. Et mon manager a dit, il n'y a pas de problème, on va te donner une augmentation, pas de problème. Alors, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, Serge, pas d'augmentation, on m'envoie encore plus de travail. Alors, un jour, j'ai reçu un appel et j'ai décidé de transférer l'appel là. Ma frustration. Et je reçois un email de mon manager qui me dit qu'il veut me voir, il veut me parler dans la salle. Alors, je me lève, je vais dans la salle, il ferme la porte. Et dès qu'il ferme la porte, il y a une autre dame qui rentre avec un carton. Et dans le carton, là, c'est mes affaires qui étaient sur ma table. Je dis que bon, voilà. Et après avoir été resté parmi nous pendant 6 mois, voilà ce que tu as fait, qu'on n'a pas aimé et qu'on pense qu'on va te laisser partir. Ah, mais ça, c'était vraiment. 6 ans, vous avez dit 6 mois ou 6 ans? 6 ans, 6 ans, pardon, 6 ans. Et ça, c'était vraiment un choc, hein, parce que déjà, je suis là, je n'arrive pas à trouver du travail avec mon diplôme. Je travaille pour une compagnie qui ne me paye pas bien. Je demande une augmentation, on me refuse l'augmentation et je perds mon travail. Et c'était une période très difficile pour moi hein, parce que j'avais au moins $15 000 de dette. Étudiant, de la voiture et tout. Et carte de crédit. Et j'avais moins de $1 000 dans mon compte en banque et je me demande comment je vais payer mes factures la semaine prochaine. Alors ça, c'est une expérience qui m'a tellement marqué. Et depuis ça, j'ai dit que plus jamais je vais compter sur je ne sais pas comment dire en français. Un seul boulot ou une source de revenus. Et ça m'a donné l'envie maintenant de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé à chercher à faire des choses sur le côté. Alors, je suis entré dans le domaine des impôts, des taxes. Parce que mon beau-frère a une compagnie de taxes qu'il a commencé il y a plus de 10 ans. Il a commencé avec 30 clients. Aujourd'hui, il a plus de 300 clients dans tous les États-Unis. Et je suis rentré dans le domaine des taxes et après, je suis rentré dans le domaine des assurances. Et comment sont perçus les immigrants africains qui travaillent dans le domaine des assurances? Est-ce qu'il y a des préjugés ou des stéréotypes auxquels on fait face? Bon, moi, dans mon expérience, il n'y a pas beaucoup d'immigrants africains francophones dans le domaine de l'assurance. Il y a beaucoup de Nigériens, il y a beaucoup d'immigrants anglophones, mais pas beaucoup de francophones dans ce qui concerne le domaine de l'assurance. Et moi, la raison pour laquelle je suis rentré, j'ai jamais pensé, Serge, que j'allais rentrer dans le domaine de l'assurance. C'était vraiment par accident. J'ai jamais pensé un jour que j'allais être dans l'assurance. Pour moi, l'assurance, c'était quelque chose de... C'était une carrière vraiment ennuyante. J'ai jamais pensé. Mais j'ai été introduit par le domaine de l'assurance par un ami du travail. Et ils m'ont invité à une conférence qui était à Las Vegas. Et j'ai pris des jours de vacances. Je suis allé à la conférence. Pendant que j'étais à la conférence, je me rappelle, il y avait un Nigérien qui était sur le podium. Et qui commençait à parler de sa carrière, qui était dans l'assurance pendant plein d'années et qui a expliqué comment est-ce que c'était difficile, mais comment est-ce qu'aujourd'hui ses parents étaient là, sa famille était là, il a fait voyager ses parents d'Afrique, ses cousins, ses cousines. Et c'était une conférence où on était en train de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans le domaine de l'assurance. Et parlait. Moi, je me levais parler aux toilettes. Je dis, cette conférence-là, vraiment, ça m'ennuie et tout. Pendant que je suis en train de marcher comme ça, parler aux toilettes, le monsieur qui dit que oui, et cette année, j'ai fait $1 million dans mon business d'assurance. Alors, je me suis arrêté comme ça pendant que je suis aux toilettes. Et comme ça. Je dis, mais ce monsieur-là a fait $1 million dans le business de l'assurance. Je suis revenu de cette conférence-là et je n'étais plus le même. J'ai dit, mais il faut que je trouve un moyen de prendre cette carrière-là au sérieux. Et en ce moment, je le faisais à mi-temps parce que je travaillais aussi. Et c'est comme ça que je suis rentré. Hein. Mais dans le domaine d'assurance, je te dirais, Serge, l'âge moyen
d'un professionnel aujourd'hui dans le domaine de l'assurance, c'est un homme blanc de 59 ans. Donc, c'est une industrie un peu vieille. Il n'y a pas beaucoup de minorités, il n'y a pas beaucoup d'immigrants, il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a pas beaucoup de gens de couleur. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que je peux rentrer dans ce domaine-là où c'est pas vraiment saturé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'agents d'assurance aujourd'hui aux États-Unis comparé à 30 ans avant parce que la majorité d'entre eux, ils sont déjà à l'âge de la retraite. Donc, il n'y a pas beaucoup d'agents. Donc, j'ai vu l'opportunité de rentrer dans ce business-là, créer moi-même ma propre organisation et aussi l'opportunité d'aider aussi ma communauté. Parce que tu es africain comme moi, c'est que chaque 1 mois ou 2 mois, on reçoit cet appel-là de l'Afrique. Il y a quelqu'un qui est décédé, il y a un membre de la famille qui est décédé. Et maintenant, on demande à tout le monde d'envoyer de l'argent, de faire de la cotisation. Donc, j'ai vu ça comme une opportunité vraiment d'aider la communauté. Et aussi très lucratif. OK. Alors, nous allons parler cette fois-ci des différents types d'assurances qui existent. Vous avez parlé des challenges que les gens rencontrent dans le domaine des assurances. Est-ce qu'il est difficile pour un immigrant africain d'abord de trouver un boulot dans le domaine des assurances? De deux, est-ce que les immigrants africains que vous avez rencontrés comprennent le système de l'assurance? Comment est-ce que ça marche? OK. Beaucoup de gens pensent que l'assurance coûte trop cher. OK? Alors, j'ai rencontré tellement de gens et une fois, je me rappelle, j'ai eu un rendez-vous avec un de mes clients, une dame. Je suis allé m'asseoir, parler avec elle. Elle venait je pense qu'elle est congolaise. Alors, on s'est assis, on a discuté, je lui ai expliqué les différents genres d'assurance et son mari était là. Et elle était intéressée à prendre l'assurance de vie. Elle dit que j'ai besoin de l'assurance. Le mari, il était très hésitant. Et la femme se lève et pendant qu'elle va s'occuper des enfants, c'est moi et le mari, on est assis. Et voilà ce qu'il me dit. Il me dit que vraiment, moi, je veux prendre l'assurance, mais j'ai peur de prendre l'assurance parce que j'ai l'impression que si je prends l'assurance vie et quelque chose m'arrive, ma femme va prendre l'argent de l'assurance là et elle va aller se retrouver avec un autre homme, éduquer mes enfants avec un autre homme. Oh, wow. Ça m'a tellement choqué. Je dis, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est les enfants. Si aujourd'hui, tu n'es pas là, si aujourd'hui, tu n'es pas là, quelque chose t'arrive. Vous avez une maison, vous avez la voiture, vous avez les enfants qui doivent aller à l'école. Au lieu d'avoir deux sources de revenus dans la maison, maintenant, il y a une seule source de revenus. Qu'est-ce qui va se passer avec la femme? Maintenant, tu mets un fardeau sur cette dame-là qui doit travailler peut-être 2 fois plus. Elle aura besoin maintenant des aides du gouvernement. C'est pour ça qu'il faut avoir l'assurance. Donc, il y a cette perception que l'assurance, ce n'est pas une bonne chose. Ou si tu prends l'assurance, ça veut dire que c'est comme si tu attires le malheur sur toi. Donc, c'est un peu mais c'est vraiment, je dirais, Serge, c'est un manque d'éducation. Et c'est un manque beaucoup d'Africains n'ont pas vraiment été exposés à l'importance de l'assurance. Donc, c'est ça qui m'encourage tous les jours, à aller éduquer les gens parce que les gens ne savent pas. C'est juste un manque d'éducation. Ils pensent que l'assurance est tellement chère et l'assurance n'a jamais été moins chère qu'aujourd'hui parce que les gens vivent de plus longtemps maintenant. Donc, et tu sais que dans le domaine de l'assurance, c'est en fonction de la longévité de la vie. Et à cause de ça, maintenant, l'assurance est très moins chère aujourd'hui que tu peux avoir même l'assurance à 25-30 $ par mois. Mais est-ce qu'il y a des conditions d'éligibilité? Et nous allons parler de cas particuliers. Nous allons donner des exemples dans quelques minutes. Mais est-ce qu'il y a des conditions générales d'éligibilité pour une assurance, une assurance vie? Bien sûr. Alors, l'assurance, c'est comme, pense à l'assurance de voiture. En général, qui paye plus l'assurance de voiture? On regarde ton, comment on dit, ton history. Ton histoire, oui, ton historique. Ton histoire, ouais. On regarde si tu as eu des accidents avant. Et on regarde aussi la voiture que tu conduis. Si tu conduis une voiture de sport, ça va coûter un peu plus cher. C'est la même chose avec le domaine de l'assurance. Ils regardent l'histoire, ils regardent
ton record médical. Oui. Alors, si tu as une maladie chronique ou une maladie critique, tu peux dénier l'assurance. Le cancer, si tu as eu le cancer avant de prendre l'assurance, ça sera très, très difficile d'avoir l'assurance de vie. Oui. Si tu es handicapé. Donc, il y a beaucoup de choses qui regardent. Si tu fumes la cigarette, le montant d'assurance peut être un peu plus élevé. Oui. Si tu es dans une profession qui te met à haut risque, le pilote d'avion ou tu climbes, comment on dit, tu montes les montagnes et tout comme ça. Ouais. Donc, c'est des petites choses comme ça qui peuvent vraiment être un problème avec l'éligibilité. Mais en général, la majorité des gens peuvent avoir l'assurance. Okay. Aujourd'hui, en tout cas, c'est très facile. Et au niveau de la population africaine, est-ce qu'il est facile de trouver ces personnes-là pour souscrire? Facile de trouver personne. Oui, parce que, par exemple, quand on regarde, par exemple, la Côte d'Ivoire, qui est le pays d'où vous venez, et d'où je viens aussi d'ailleurs, les statistiques ont montré que le taux de pénétration des assurances vie est moins de 5% sur le territoire national, pour une population de près de 26 millions d'habitants. Alors, évidemment que ces personnes qui ont grandi en Afrique ou en Côte d'Ivoire se retrouvent aux États-Unis et c'est pas toujours évident de pouvoir changer les mentalités. Est-ce qu'il est relativement facile de convaincre les gens à ce niveau-là? C'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout parce que personne, et pas seulement les Africains, parce que je te dirais que je regardais des statistiques qui disent qu'aux États-Unis, dans la classe moyenne, 40% de la classe moyenne aux États-Unis n'ont pas d'assurance vie. Oui. 40%. Donc, l'assurance, tu sais, c'est intéressant de se réveiller le matin et dire que, oh, je vais l'acheter une voiture aujourd'hui. Parce que tu peux t'imaginer dans la voiture. Tu vois? Oh, je vais l'acheter un costume aujourd'hui. Ah, je vais l'acheter une paire de chaussures. Parce que tu peux toucher la voiture, tu peux toucher la chaussure, tu peux toucher si tu achètes quelque chose comme ça. Mais l'assurance, c'est quelque chose que les gens ne voient pas. C'est toujours difficile. C'est toujours difficile pour les gens pour comprendre l'importance d'avoir l'assurance. Donc, que ce soit, et ce que tu dis là, les Africains, toi, tu me dis que les Africains, est-ce que c'est facile pour les Africains? Que ce soit les Africains, les Mexicains, les Africains, les African Americans, les Noirs ici, n'importe quel genre de démographique, il y a toujours cette hésitation là dans le domaine de l'assurance. C'est pas facile. Et pour nous, on voit ça comme une campagne d'éducation. C'est comme le sida. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller prendre le test du sida. Ils savent que c'est important. Ils ne veulent pas aller prendre le test du sida. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas avoir la mauvaise nouvelle. C'est la même chose avec l'assurance. Les gens ne veulent pas, ils veulent pas mettre de l'argent de côté pour avoir l'assurance, mais quand ils s'asseyent avec quelqu'un de professionnel qui leur explique l'importance d'avoir l'assurance vie, ça les aide à avoir une meilleure idée de pourquoi il faut avoir l'assurance vie. Okay. Donc, on va essayer d'être un peu plus concret en donnant des exemples. Comment est-ce que on est défini ou on établit le niveau de couverture d'assurance vie qu'une personne doit avoir? OK. Pas de problème. Donc, tu veux partager l'écran? Oui, à ce niveau-là, on va donner quelques exemples. OK. OK. Donc, dans le domaine, pendant que tu mets l'écran, dans le domaine de l'assurance, il y a quelque chose qu'on fait qu'on appelle le DIME method. OK? Oui. Alors, le DIME, D-I-M-E en anglais, D qui signifie les dettes. Oui. I qui signifie income. L'income, c'est le salaire. Oui. M qui signifie le mortgage. Ça, c'est les prêts de... Aide-moi un peu avec le mortgage. Les prêts immobiliers. Les prêts immobiliers. Et E, c'est l'éducation pour les enfants. Oui. Alors, on regarde tout ça pour pouvoir définir c'est quoi le montant d'assurance qu'un individu aura besoin pour protéger sa famille. Parce que si tu protèges ta famille, supposons que tu as une femme et tu as des enfants, et tu as, par exemple, des dettes sur la voiture. Si quelque chose t'arrive, tu aimerais bien que la femme paye pour les dettes. Tu voudrais que la femme paye pour les dettes, tu voudrais laisser de l'argent de côté pour que les dettes soient prises en charge. Donc, on regarde les dettes. On regarde aussi le salaire. Parce que si quelque chose
si quelque chose t'arrive aujourd'hui et que tu n'es pas là, et les enfants et la femme, il va falloir remplacer ton salaire. Oui. En général, on fait pour une période de 10 ans, ça c'est minimum, du moment de donner le temps à l'époux de revenir sur, de pouvoir, comment dirais-je, être en mesure de prendre en charge des enfants. Oui. Et le mortgage, ça c'est pour les frais immobiliers. Oui. Si la maison, par exemple, il y a encore des dettes à payer sur la maison, on peut payer la maison. Et aussi pour l'éducation des enfants, parce que l'éducation aujourd'hui pour les enfants, le collège aujourd'hui pour les enfants, ça peut aller jusqu'à 100 000 $ l'année, hein, 100 000 $ pour l'éducation. Donc, tout ça, on prend ça en charge et c'est comme ça qu'on calcule le montant d'assurance dont un individu a besoin. Okay. Donc, je tiens à rappeler à nos auditeurs et à ceux qui nous suivent via YouTube que les exemples dont nous allons parler maintenant ne sont utilisés qu'à titre illustratif et ne représentent pas des cas réels. Donc, nous prions de consulter un agent d'assurance agréé afin de déterminer votre niveau de couverture individuelle ou familiale. Alors, donc, parlez-nous un peu des différents types d'assurances qui existent. OK. Alors, la majorité du temps, quand je parle aux clients, l'assurance que tout le monde connaît, c'est l'assurance vie normale qu'en général, on a au travail. Oui. OK. Alors, tu travailles pour une compagnie et ils prennent peut-être 20, 10 $, 20 $ par mois sur ton salaire pour l'assurance. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que quand tu quittes cette compagnie-là, tu perds ton assurance. La majorité du temps, tu ne peux pas prendre ton assurance avec toi. Donc, c'est considéré comme des assurances à court terme. Oui. Donc, c'est le term life insurance. So, le term life insurance, okay, que tu peux aussi prendre en dehors de ce que tu prends de l'assurance du travail. Voilà comment ça marche. Disons qu'on a une femme de 34 ans. Oui. OK? Elle a 34 ans. Peut-être qu'elle a une maison et des enfants. C'est une femme avec des enfants divorcée. Et elle voudrait se protéger pour une assurance de 500 000 $ par an. 500 000 $ Au total, oui. OK? Au total. Et en général, l'assurance term, c'est jusqu'à 30 ans. Oui. OK? Donc, voilà ce qui va se passer pour cette dame-là. Disons qu'elle va payer, elle a 34 ans. Disons qu'elle va payer 30 $ par mois. Oui. OK? Donc, voilà ce qui se passe. Si quelque chose lui arrive, si par exemple, elle décède pendant l'âge de 34 ans, 64 ans, la compagnie d'assurance va payer à sa famille 500 000 $. Oui. OK? Oui. Mais si rien ne lui arrive après l'âge de 64 ans, qu'est-ce qui arrive à tout l'argent qu'elle a pris pour l'assurance? Elle perd tout l'argent de l'assurance. Okay. Un peu comme l'assurance de voiture ou un peu comme la maison. Si par exemple, tu loues la maison et tu payes un montant chaque mois pour le loyer, quand tu quittes la maison, est-ce que tu reçois un montant pour tout est-ce que tu reçois quelque chose pour tout ce que tu as payé? Non. Non, c'est parti. Donc, l'assurance term, c'est un peu comme si tu louais la maison. Ouais. C'est pour 30 ans, un montant précis. Et après 30 ans, il n'y a plus d'assurance. Et à 64 ans, si elle veut avoir de l'assurance encore, ça va lui coûter encore plus cher. Parce qu'à cet âge, maintenant, son âge est un peu plus élevé. L'assurance va la voir comme si elle est un peu à risque. Okay. Donc, c'est comme ça que le term, ça marche. L'avantage avec le term, c'est que c'est moins cher. Tu peux acheter une assurance aujourd'hui de 25 $, 30 $ par mois. Ouais. Et le mésavantage, c'est qu'après 30 ans, l'assurance s'expire. Et il faut avoir une autre assurance. Okay. Donc, ça, c'est le term. Le deuxième genre d'assurance, c'est ce qu'on appelle le ROP. Okay. Alors, le ROP, c'est la même dame ici, elle a 34 ans. Oui. Elle veut toujours les 500 000 $ pour 30 ans. Oui. Mais dans ce cas-là, elle va payer un peu plus. Okay. Disons qu'elle va payer 100 $ par mois. Okay. Okay. Voilà la différence avec le ROP. Alors, elle paye 100 $ par mois pour 30 ans. Si quelque chose lui arrive de 34 ans, 64 ans, pendant ces 30 années-là, sa famille va recevoir les 500 000 $. Oui. Mais si rien ne lui arrive après l'âge de 64 ans, qu'est-ce qui se passe avec tout l'argent qu'elle a payé pour l'assurance? Dans ce cas-là, la compagnie d'assurance va lui rembourser tout son argent. OK. OK? Donc, ce que j'ai dit aux clients, souvent, c'est cette assurance-là, c'est un peu comme si tu avais l'assurance de voiture, n'est-ce pas?
Et aujourd'hui, ton agent de l'assurance de voiture t'appelle, tu dis, hey Serge, je voudrais te dire qu'on a une nouvelle genre d'assurance de voiture, OK? Si tu as un accident, on va toujours s'occuper de la voiture, on va payer pour les frais de l'accident. Mais si tu n'as pas d'accident, après 5 ans, tout l'argent que tu as payé pour l'assurance, là, on va te rembourser ça. Alors, qu'est-ce que tu dirais? Tu aimerais avoir une assurance comme ça? Certainement. Okay. Ouais, n'appelle pas ta compagnie d'assurance de voiture demain pour leur demander ça, parce que ça n'existe pas dans le domaine d'assurance de voiture, mais ça existe dans le domaine d'assurance vie. Et c'est ça qu'on appelle le ROP, qui veut dire Return of Premium. Ça veut dire qu'on te rembourse tout ton argent. Après 30 ans, si tu as toujours en vie la compagnie d'assurance, alors dans le cas de cette femme-là, $100 par mois, ça ferait $36,000 au total de 30 ans. Si elle est toujours en vie, la compagnie d'assurance lui rembourse tout son argent. Pas de problème. OK? Donc, l'avantage avec ce genre d'assurance-là, c'est que tu reçois un remboursement. Le mésavantage, c'est que c'est toujours pour 30 ans aussi. Après 30 ans, il n'y a plus d'assurance. OK? Et le troisième, c'est ce qu'on appelle le permanent. Donc, Serge, on a un truc qu'on dit entre nous dans le domaine d'assurance. On dit le terme, si j'étais un vendeur de voitures, le terme, c'est comme un peu comme la Toyota. C'est comme si c'était la Toyota. Le ROP, c'est un peu comme la Lexus. Le permanent, c'est un peu comme la Ferrari. Okay? La raison pour laquelle le permanent, on l'appelle Ferrari, c'est parce qu'avec le permanent, tu as plus de bénéfices. Alors, ici, l'assurance n'est pas juste pour 30 ans. Tu peux garder l'assurance pour autant de temps que tu veux. Okay? Donc, c'est ça qu'on appelle le death benefit qui est permanent. Alors, disons que c'est quoi le nom de ton fils? Louis. Et puis, il a 12 ans maintenant, non? Disons que Louis a des enfants dans 15 ans ou dans 10 ans. Et aujourd'hui, tu te retrouves en tant que grand-père et tu as une assurance, par exemple, de vie. Et tu dis, bon, tu sais quoi? Si quelque chose m'arrive à l'âge de 95 ans que je meurs, j'aimerais avoir mon assurance et j'aimerais passer cette assurance-là à ma future génération. Et c'est comme ça que beaucoup de gens, ils commencent à créer la richesse générationnelle. On passe cette richesse aux enfants. Et je dis toujours, l'assurance, c'est le moyen le plus facile de créer la génération Generation Wealth. OK? Parce que tu peux acheter l'assurance aujourd'hui, si quelque chose t'arrive, si quelque chose tu meurs, les enfants peuvent utiliser cet argent de l'assurance, ils peuvent acheter de l'assurance aussi et passer ça de génération en génération. Donc, avec le permanent, tu peux faire ça. Et le permanent vient aussi avec un autre bénéfice qu'on appelle le living benefit. Alors, c'est quoi le living benefit? Si le client est diagnostiqué avec une maladie chronique, une maladie terminale, une maladie critique, en ce moment-là, il peut maintenant avoir accès à une portion de $500,000, le montant de l'assurance, pendant qu'ils sont en vie, pendant qu'ils sont encore en vie. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le nouveau genre d'assurance. Parce que l'assurance du travail en général ou les assurances normales, c'est seulement si tu meurs. Mais avec le nouveau genre d'assurance maintenant, si tu as une maladie chronique, terminale ou critique, l'assurance peut te payer pendant que tu es malade et pour que tu puisses payer tes soins médicaux, ta facture. La dame avec qui je parlais là, la Congolaise là, c'est qui lui est arrivé. On lui a pris l'assurance. 4 mois, Serge, 4 mois après qu'elle a été, après qu'elle ait souscrit à l'assurance, elle a été diagnostiquée avec le cancer. Le cancer du sein. Alors maintenant, on est en pleine conversation avec la compagnie d'assurance. Et ce qui va se passer, c'est que si la compagnie approuve, chaque mois, ils vont lui payer un montant et que ce montant-là, elle peut utiliser ça pour payer ses factures. Parce que si elle ne va plus au travail, comment elle va payer ses factures à la maison? L'assurance va payer ses factures, l'assurance va payer pour les soins médicaux. Et l'assurance, c'est comme si l'assurance lui rembourse son argent pendant qu'elle est encore en vie. OK? Et le troisième bénéfice, c'est ce qu'on appelle le cash value. Alors, c'est quoi le cash value? Le montant que la femme met de côté chaque mois pour l'assurance, après 10, 20, 30 ans, ce montant va s'accumuler avec des intérêts. Et après 30 ans, 20 ans, 30 ans, elle peut retirer cet argent-là plus les intérêts. Donc, c'est comme si l'assurance lui rembourse son argent avec des intérêts dessus. Donc, c'est la différence entre le term
le ROP et le permanent. Le term et le ROP, c'est temporaire, en général jusqu'à 30 ans. Le permanent, c'est permanent et ça te donne plus d'options parce que tu peux avoir les living benefits et tu peux avoir aussi le cash value où on te rembourse ton argent avec des intérêts. Okay. Voilà. Donc, on va présenter aussi quelques cas, quelques cas particuliers. Ici, on prend par exemple, si vous pouvez définir un peu l'exemple présenté ici. OK. Alors, dans cet exemple-là, on a une famille, Jean de 35 ans et sa femme Sylvie de 32 ans qui sont mariés avec 3 enfants et vivent à Atlanta. Et ensemble, ils gagnent ensemble, ils gagnent $80,000. OK, dans ce cas-là, c'est $80,000 chacun. Chacun, oui. Okay, donc, chacun gagne $80,000. Ensemble, ça fait $160,000. Okay. $160,000 au total. Et alors, à combien doit s'élever la couverture d'assurance? Alors, on va utiliser le DAM method dont j'ai parlé tout à l'heure, où on va calculer les dettes, les salaires, les prêts immobiliers et les frais universitaires pour les enfants. Donc, disons que pour la dame, si quelque chose lui arrive, voilà le montant d'assurance que nous, on recommande. Si elle a une carte de crédit, elle a des crédits de $100,000, c'est bien d'avoir ces crédits-là dans le montant d'assurance. Comme ça, si quelque chose lui arrive, ça ne va pas mettre le fardeau ne va pas se retrouver sur le mari. Et vice-versa. Voilà, ou vice-versa. Alors, le salaire annuel, si elle fait $80,000 par mois, on aime multiplier ça par au moins 10. Oui. Ça veut dire 10 ans, pour qu'elle donne au moins 10 ans à son mari de pouvoir être en mesure de s'occuper des dépenses pendant qu'elle n'est pas là. OK? Donc, $80,000 par mois, on multiplie par 10. Par an, vous voulez dire? Par an, pardon. Par an. $80,000 par an, tu multiplies par 10, ça fait $800,000. Oui. Les prêts immobiliers, disons qu'ils ont une maison et ils sont toujours en train de payer pour la maison et disons que le montant qui reste, c'est $200,000 pour l'immobilier. Oui. On va aussi ajouter ça dans le montant d'assurance dont ils ont besoin. Et aussi les frais universitaires pour les enfants. Alors, ils ont 3 enfants. Les frais universitaires, on va dire environ $100,000 parce que on sait que les frais universitaires coûtent cher aux États-Unis ici. Surtout que les enfants sont à bas âge déjà, ouais. Surtout que les enfants sont à bas âge. Merci d'avoir précisé ça aussi. Alors, tu multiplies ça par 3, $100,000 par 3, ça fait $300,000 par enfant. Oui. Donc, au total… Pour les 3 enfants, $300,000 pour les 3 enfants. Non, $300,000 pour les 3 enfants, pardon, oui. Donc, pour le total, on dirait $1,400,000 du montant d'assurance dont elle aura besoin pour elle et pour son mari aussi, la même chose. Oui. Et pour avoir une couverture pareille, combien est-ce que ça pourrait coûter? Alors, ça va dépendre, tout dépend, en ce qui concerne l'assurance, tout dépend de l'âge du client, ça dépend aussi de l'état de santé aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure. L'état de santé, s'ils ont un record médical, mais voilà, en général, c'est très facile. Oui, ok. Alors, deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple, ok, on a une femme ici, Julie, de 45 ans, qui vit à Maryland. Elle est divorcée avec 2 enfants à sa charge et elle gagne environ $45,000 l'année. Oui. Combien doit s'élever sa couverture d'assurance? Alors, on va utiliser la même méthode, le DIME. Alors ici, Julie, disons qu'elle n'a pas de dette. Donc, c'est 0 pour les dettes. Oui. Le salaire annuel, $45,000 par an. Donc, on va multiplier ça par 10 pour 10 ans. Ça fait $450,000. Prêt immobilier, disons que c'est $200,000. Alors, disons qu'elle a une dette pour la maison qui coûte $200,000. On va inclure ça dans son montant pour l'assurance. Et les frais universitaires pour les enfants, avec 2 enfants, $100,000 par enfant, ça fait $200,000 pour les 2 enfants. Donc, le total pour elle, $850,000 du montant d'assurance dont elle a besoin. OK. Et un dernier exemple qui est… le troisième exemple que vous avez. Alors, disons qu'ici, on a un couple âgé de 60 ans, Jeanne et Alain. Jeanne a 60 ans, Alain a 60 ans, Jeanne a 62 ans. Ils n'ont pas d'enfants. Et bon, à cet âge-là, même s'ils ont des enfants, ce n'est pas trop un problème parce que les enfants sont déjà âgés. Ouais. Voilà. Alors, ils sont 2 professeurs. Ils gagnent les $200,000. Alors, donc, dans ce cas-là, ce qui va se passer, ça veut dire qu'on va utiliser la même méthode, le DIME. À cet âge-là, disons qu'ils n'ont plus de dettes. Ouais. Okay? Donc, ce sera 0 pour les dettes.
et 140 000 $ l'année. Donc, ça va être 70 000 $ pour chacun environ. Ouais. Donc, et on va multiplier ça par 5. Disons qu'on va donner le temps à l'époux d'avoir au moins 5 années de pouvoir, pour pouvoir subvenir à eux-mêmes leurs propres besoins. Ouais. Alors, l'époux décède. Disons qu'ils n'ont pas de frais immobiliers parce qu'en général, à cet âge-là, la majorité des gens n'ont pas. Et tu peux trouver des cas différents, hein, Ouais. mais la majorité des gens n'ont pas de prêt immobilier. Ils ont déjà acheté la maison, ils ont déjà payé, remboursé le crédit de la maison. Oui. Exactement. Et les enfants sont déjà âgés, donc il n'y a plus de frais universitaires. Oui. Donc, on dirait au moins 350 000 $. Oui. 350 000 $. Maintenant, ça, c'est un cas, ça, c'est pour le cas où ils peuvent c'est pas trop cher pour ce genre de personnes. Je trouve des cas en général, des gens de 60 ans qui veulent juste avoir une assurance qui peut les couvrir pour les funérailles. Ouais. OK? Donc, la majorité des assurances donnent. La majorité des funérailles aux États-Unis ici coûtent de 7 000 à 10 000 $. Ouais. Tu peux trouver des compagnies d'assurance aujourd'hui qui peuvent te couvrir à 25 000 $. Pour un homme de 60 ans, 25 000 $, il peut payer environ, j'avais mis ça dans les notes là, 75 $ par mois. 75 $ par mois. Voilà, 75 $ par mois. Ça peut te donner une assurance on appelle ça les final expense. Okay. Tu vois, c'est juste pour et le final expense, ce qui est bien avec ça, c'est que ça demande pas il regarde pas les comment dirais-je, les soins médicaux et tout. Ouais. Tu peux avoir l'assurance. Donc pour ce genre-là, pour ce genre de cas, c'est ce que moi je leur dirais de faire. Okay. Donc le dernier exemple, on a un jeune. Alors ça, c'est les gens les plus difficiles pour avoir l'assurance. Quand moi, dans le domaine de l'assurance, je parle beaucoup aux jeunes qui me disent « Ah, j'ai pas besoin d'assurance. » Je dis « Mais pourquoi? Je suis jeune, j'ai pas d'enfant, j'ai pas ceci. » Ok, je comprends que tu es jeune, tu n'as pas d'enfant. Mais est-ce que tu sais le jour que tu vas mourir? Ou le jour que tu vas mourir, quelque chose t'arrive. Ouais. Aimerais-tu que tes parents ou aimerais-tu que la personne qui est responsable pour toi paye pour les frais médicaux imprévus, les frais médicaux ou pour les funérailles. Ouais. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que tu peux être jeune de 25 ans ou 22 ans aujourd'hui et tu peux être diagnostiqué avec le cancer. Ouais. Tu peux être diagnostiqué avec une maladie du cœur, une maladie terminale. Je vois, hein, la femme dont je te parlais là, elle a à peine 30 ans. Wow. Elle a été diagnostiquée avec le cancer. Tu vois? Et c'est des cas qui arrivent, hein? Ça arrive tout le temps. Donc, beaucoup de gens pensent que, j'ai pas besoin d'assurance parce que je suis jeune. Et je pense que ça, c'est une erreur. Une grosse erreur, oui. C'est une grosse erreur et c'est un manque d'éducation parce que personne n'étudie le domaine de l'assurance à l'école. Hein? Moi, je ne m'y connaissais pas dans le domaine de l'assurance, je ne savais rien. Ouais. Mais c'est très important d'avoir de l'assurance à n'importe quel âge. Moi, je te donne un exemple, Serge, mes enfants, ma femme et on a 3 enfants et au total, on a au moins 3 enfants, on a au moins 8 assurances. J'ai 2 assurances, ma femme a 2 assurances. Les enfants, ils ont tous 2 assurances chacun. Parce que je comprends que si quelque chose leur arrive et qui, par exemple, disons que ils sont dans un accident de voiture, les gens pensent que les assurances maladie couvrent tout, mais malheureusement, les assurances maladie ne couvrent pas tout. Ouais. J'ai un ami son frère s'est retrouvé dans un accident de voiture où il était coincé entre un camion et une autre voiture. Alors, ses côtes ont été brisées, la mâchoire complètement déplacée. Il est resté à l'hôpital pendant des mois et ses frais médicaux étaient près de $1 million. Wow. L'assurance maladie ne va pas tout couvrir. Il y a une partie que tu dois payer de toi-même. Alors, avoir une assurance vie te permet maintenant au lieu d'avoir tous des frais médicaux que tu dois payer de ta poche, l'assurance vie peut payer pour ces frais médicaux-là parce que c'est considéré comme si tu es dans un accident de voiture, c'est considéré comme une maladie chronique. Ouais. L'assurance peut payer pour ça. Okay. Donc, pour quelqu'un de son âge là, 23 ans, minimum, je lui conseillerais d'avoir une assurance de 50 000 $, juste pour commencer. Et aussi, parce que voilà ce que beaucoup de gens ne savent pas dans l'assurance, c'est que l'assurance vie, les gens disent que quand j'aurai 30 ans ou quand je serai marié, je vais prendre l'assurance. Mais si quelque chose t'arrive,
si tu es diagnostiqué avec le cancer ou tu es handicapé, quelque chose comme ça t'arrive, tu peux ne plus être l'assurance éligible pour avoir l'assurance. Ouais. Donc, c'est toujours bien de prendre l'assurance très tôt, pendant qu'on est encore éligible. Ouais. Comme ça, on ne sera pas dans cette situation où si quelque chose arrive, on ne peut pas avoir l'assurance. Donc, pour lui, je lui conseillerais au moins 50 000 $ pour le montant d'assurance dont il a besoin. Okay. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, ça fait un petit tour des différents types d'assurances qui existent. Je tiens à rappeler à nos auditeurs qui, s'ils ont des questions supplémentaires sur ce sujet, ils peuvent toujours contacter Ousmane Diallo. Alors, avant de conclure, j'ai 2 questions finales. Hein. Oui, vas-y. Que pensez-vous qu'il fasse faire pour inciter plus les immigrants africains ou les Africains en général à penser à souscrire à des assurances vie? Alors, c'est penser à souscrire. Qu'est-ce qu'il va faire? Vraiment, j'encouragerais les gens à faire leur propre recherche, et en parler avec, s'ils ont déjà quelqu'un, en général, les gens qui font le tax, si ils ont un CPA ou avec leur Human Resources, les ressources humaines au travail, faire plus de recherche. Mais en général, c'est des choses que il va falloir que la personne même soit quelqu'un qui est motivé à avoir ça. Voilà. Parce que toi, je sais qu'on a une conversation, tu m'as expliqué toi-même, tu as déjà l'assurance, à part l'assurance de ton travail, tu as l'assurance aussi personnelle. Donc, c'est quelque chose que c'est personnel. Mais, dans le pire des cas, contacter quelqu'un qui est dans le domaine de l'assurance, contacter quelqu'un qui s'y connaît, qui peut leur expliquer les différents genres d'assurance et l'importance d'avoir l'assurance. Mais c'est surtout, et c'est la raison pour laquelle moi je suis rentré dans le domaine de l'assurance, parce que moi je veux pas juste être un agent d'assurance. Je veux avoir ma propre organisation. Je veux aussi recruter d'autres personnes pour leur montrer l'importance de l'assurance, parce que je peux rien faire de moi-même, tu vois. Et recruter d'autres personnes, leur montrer l'importance de l'assurance, leur montrer la bonne chose avec rentrer dans le domaine de l'assurance, parce que c'est une opportunité d'éduquer la population, c'est une opportunité d'éduquer la communauté et leur montrer l'importance, pourquoi il faut souscrire à l'assurance. Donc, c'est juste éducation et avoir beaucoup de gens comme moi qui sont là dans le domaine de l'assurance et qui éduquent la population. Okay. Un dernier mot pour la fin? Un dernier mot pour la fin. Bon, je disais merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup pour l'invitation. Et j'apprécie vraiment que tu m'aies invité. J'ai vu quelques de tes épisodes avant. Et vraiment, un immigrant africain aux États-Unis qui est venu ici, qui a fait son PhD. Et maintenant qui décide maintenant de... Parce que moi, je vois ça comme si c'est une manière pour toi aussi de give back, give back à la communauté. Et j'apprécie vraiment ce que tu fais. Alors merci de m'avoir invité. Et on garde le contact. Et pour les gens qui voudraient entrer en contact avec moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ousmane Diallo, TX, comme le Texas, Ousmane Diallo TX, ou sur Twitter, Facebook, Ousmane Diallo, vous pouvez me retrouver très facilement. Et si vous avez des questions pour l'assurance, il n'y a pas de problème, je peux répondre à vos questions pour vous. Ouais, je laisserai vos contacts sur la page officielle du site internet. Il peut même m'appeler directement ou me texter sur mon numéro de téléphone qui est le 512 506 1381. Alors, Ousmane Diallo, je vous remercie. Merci d'avoir suivi mon émission d'aujourd'hui sur les assurances vie. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez appeler directement Ousmane Diallo au numéro de téléphone 512 506 1381. Vous pouvez aussi nous envoyer vos commentaires via notre site internet au www.africain-amérique.org ou les poster sur notre page Facebook à Les Africains d'Amérique-officiel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un autre immigrant africain qui fait la fierté du continent en Amérique du Nord. À très bientôt.